Bonjour, ici Pierre Séry des éditions Kotoji. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la BD d'Asie. Je me trouve ici devant le château de Madame de Graffigny à Villers-lès-Nancy, dans le cadre du festival de bande dessinée de la ville de Villers-lès-Nancy, juste à côté de Nancy chez moi. Et en fait, les organisateurs du festival m'ont donné carte blanche pour inviter toute une série d'auteurs autour du manga et de la BD d'Asie. Donc du coup, je vais interviewer plusieurs des personnes que j'ai invitées. Voilà, donc à tout de suite. Alors, dans une position un petit peu inconfortable, je suis avec mon ami Irène, alias Aérine, du coup, qui est l'heureuse auteur du manga français Chronoctis Express. Est-ce que je prononce bien? Oui, c'est bien, très bien. Et donc, du coup, Aérine, un peu, si tu peux déjà te présenter un petit peu, quel est ton parcours en 30 secondes. En 30 secondes. Alors, moi, en fait, je suis passionnée de bande dessinée depuis toute petite, donc j'ai décidé très tôt de me lancer dans le métier. Ça fait qu'à 20 ans, j'ai commencé à prendre les choses au sérieux, j'ai créé un collectif et commencé à participer au festival et faire des one-shots, des choses comme ça. Et du coup, vers l'âge de 27 ans, j'ai commencé à sortir Chronoctis Express en webcomic. Et comme ça a eu du succès, j'ai fait une campagne Ulule qui a bien marché et j'ai pu sortir une version papier. Et j'en suis à là actuellement. Donc j'essaye petit à petit de vivre de la BD. Oui, parce que là, en gros, tu as fait une campagne successful. Hein. Tu as amassé combien pour ce projet? C'était à peu près 13 000 euros. J'en avais demandé 7 000 en gros. Et donc j'étais très contente. Ouais, effectivement. Et ça fait que j'ai pu augmenter la qualité du bouquin et passer par de bons imprimeurs. Et donc le résultat est là, quoi. Alors si tu peux montrer un peu peut-être devant la caméra du coup ton bouquin. Bien sûr, Donc un pavé, tu as combien de pages dedans? il y a 256 pages. Alors prévu en combien de tomes? Normalement c'est prévu en 6 tomes. Après j'adapterai en fonction du succès. Voilà, je peux augmenter un peu ou réduire un petit peu. Mais en gros c'est 6 tomes, oui. Alors Chronoctis Express, ça parle de quoi? Alors ça se passe dans un univers futuriste où quand les gens décèdent, ils doivent prendre un train qui les emmène vers l'au-delà, qui s'appelle le Chronoctis Express. Ouais. Et au début de l'histoire, le héros perd la fille qu'il aime et il n'est pas très content. Et il essaye de trouver un moyen de la contacter, quand elle part vers l'au-delà. Et il finit par se faire embarquer contre son gré dans le train des morts alors qu'il est encore en vie. Et il va profiter de la situation en fait pour se rebeller un peu contre le système de l'au-delà qu'il considère injuste. Voilà. Donc ça va être une espèce d'histoire psychologique, suspense, basée sur le mythe d'Orphée, en fait, que je reprends, que j'ai remixé. Voilà. Dans un train. Dans un train, voilà, qui tourne autour d'un train. D'accord. Alors c'est quoi tes influences toi quand tu crées un titre comme Chronoctis Express? Les influences. Alors niveau dessin, même scénario en fait, j'ai été très influencée par les Final Fantasy, ouais. Donc RPG. Et donc c'est vrai que c'est ça qui m'a influencée pour me lancer dans la BD. Parce que j'aimais beaucoup les scénarios qui étaient très complexes, très diversifiés aussi au niveau des genres. Et après au niveau manga, j'aime beaucoup les créations. Alors j'ai perdu le nom, mais c'est l'auteur de Billy Bat, 20th Century Boys. Naoki Urasawa. Voilà, exactement. J'adore ce qu'il fait, quoi. Donc j'essaye de m'en inspirer. C'est le patron du manga aujourd'hui. Ouais. Urasawa. Voilà. Et après, comme tout le monde, il y a Dragon Ball qui m'avait beaucoup influencé à la base. Donc c'est vrai que j'ai très vite aimé les shonen, les seinen, quoi. Death Note aussi, par les auteurs de Death Note. Je dirais qu'en gros, c'est les principales influences. Alors on revient un peu sur ta campagne de crowdfunding, il y a eu combien de participants sur cette campagne exactement? En moyenne, il y a eu à peu près 500 personnes qui ont participé. Donc ça veut dire que tu avais déjà une communauté qui était déjà connue, toi sur internet, comment ça s'est passé tout ça? En fait j'ai voulu tester le format webcomic.
Parce qu'avant ça, avec mon fanzine, donc quand j'étais jeune, enfin quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune. On est encore jeune. Voilà. On faisait juste des livres qu'on vendait en festival, donc format papier, etc. On avait une toute petite communauté qui nous suivait. C'était pas facile de se faire remarquer au milieu de la tonne de stands qu'il y avait autour de nous. Et en fait, quand j'ai testé le webcomic, je suis allée m'inscrire sur des plateformes comme Manga Draft, Amilova, Tapastic, donc des plateformes plutôt influentes. Ouais. Ça va. J'ai un peu mal de langue, tout va bien. Et là, la visibilité de Chronoptis Express a complètement explosé. J'ai gagné une bonne dizaine de milliers de personnes en l'espace de un an et demi. Et ça fait que les gens, ils étaient prêts Je pensais que la gratuité, du fait que je postais des planches comme ça toutes les semaines gratuitement, j'avais peur que du coup les gens ne me soutiennent pas, qu'ils se disent c'est bon, j'ai déjà une version numérique, je ne vais pas acheter la version papier. Et finalement, non, au contraire, les gens ont eu envie de me remercier, de me soutenir. Et ça fait que plus j'ai eu de la visibilité gratuitement sur Internet, et mieux j'ai pu faire connaître la version papier, quoi. Donc, ouais, parce qu'avant, en fait, tu n'avais jamais rien publié avant Chronoptis Express, finalement. Pas en professionnel, enfin pas comme ça, quoi. Ouais, non. Donc en tant que fanzine, quoi, finalement. En tant que fanzine, je faisais des one-shots. D'accord. Mais Chronoptis Express, c'est vraiment mon premier gros projet sérieux, quoi, que je fais. D'accord. Alors, c'est quoi la suite pour toi, du coup? Comment est-ce que tu imagines? Tu as un projet de carrière? Dans l'idéal, j'aimerais bien arriver à en vivre. Ouais. Donc, je vais voir comment la série... tu n'en vis pas, du coup Pas tout à fait, non. J'en suis pas très loin, mais il manque encore un petit peu. D'accord. Peut-être lors de la sortie du tome 2 ou du tome 3, je pense que ça ira déjà un peu mieux. Et après, c'est vrai que j'ai aussi une page Tipeee, je fais des goodies à côté, bon, ça aide pas mal. Et donc dans l'objectif, j'aimerais bien arriver à faire carrière comme ça. D'accord. Donc on va voir. Ça va être la surprise. Alors, donc toi, ça a été une expérience un peu douloureuse quand même, finalement, parce que tu as dû faire tout toute seule après, découvrir comment c'était travailler avec un imprimeur, que tu étais éditrice. Quel conseil toi tu aurais pour ceux qui veulent se lancer dans ce type d'aventure un peu tout seul? Oui, alors déjà d'être très patient parce que ça demande beaucoup de temps quand on travaille seul. On a tendance à avoir envie d'avoir le rythme en fait des éditions classiques, mais en réalité il faut savoir que quand on fait de l'auto-édition, on a plus de 50% de notre temps de travail qui est utilisé. Voilà, c'est l'administratif, la comptabilité, la logistique, la communication, etc. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et on ne se rend pas compte sur le coup. Donc, il ne faut surtout pas être impatient parce que bon, ça fait partie du truc, quoi. Et puis après, au niveau des impressions, moi j'aurais tendance à conseiller aux gens du coup de tester le succès de son histoire en publiant sur Internet comme je l'ai fait. Moi personnellement ça a marché. Après je ne dis pas que ça marchera forcément pour tout le monde, mais j'ai remarqué quand même qu'on est nombreux à utiliser cette voie et Internet maintenant c'est un média qui on est dans un marché en totale mutation aujourd'hui. Vous, auteurs, vous n'attendez plus forcément qu'un éditeur vienne toquer à votre porte ou que vous ayez envoyé des dossiers pour être publié, quoi. C'est-à-dire là, vous prenez votre destin en main. Disons que dans le manga actuellement, le manga français, c'est un peu compliqué de se faire éditer, il n'y a pas beaucoup d'élus et il y a beaucoup de gens qui demandent. Ça fait qu'on est nombreux à passer par des alternatives comme Internet, le crowdfunding, tout ça. Et après, je pense qu'on rêve un peu tous de se faire éditer. C'est d'avoir une visibilité sur toute la France, voire au-delà, dans les pays francophones. Mais bon, après, les alternatives finalement se passent très bien. J'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais parce que du coup, comment est-ce qu'on trouve ton bouquin aujourd'hui, actuellement? Là, actuellement, alors j'ai fait quelques démarches. Ça fait par exemple qu'on peut le trouver sur Amazon. On peut le commander chez De Citre aussi. Et les partenaires de Citre. Donc, je me rappelle plus, mais des libraires du réseau, en tout cas, du réseau De Citre. Après, ma boutique en ligne, les festivals, et après il y a quelques libraires qui me contactent. Donc, on peut le trouver par exemple à Manga Café à Paris. Il y a la boutique de Vienne, Canal BD à Clermont-Ferrand. Il y a Hybride Manga à Perpignan. Enfin bon, il y a quelques libraires qui te commandent. Voilà. Et après, on peut aussi le commander chez son libraire si on veut. Le libraire fait la démarche. Moi, je l'envoie et au bout d'une semaine ou deux, vous pouvez aller le chercher chez votre libraire.
Bon, bah écoute, Irène, merci beaucoup. Alors, avec vous plaisir. n'étonnez pas que j'ai l'air d'un nain, là, comme ça, je suis accroupi, c'est un peu... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et, bah, bonne continuation, du coup, on espère que tu auras beaucoup de succès et puis que Merci. tu pourras enfin en vivre. À bientôt. À bientôt. Bon, alors dans une position toujours très inconfortable, je reçois maintenant mes amis Alexis Talon, ou Stallone comme vous voulez, et Amandine Tagliavini. Ah, il le dit bien. Come sta, va bene. J'ai fait un peu d'italien quand j'étais plus jeune. Alors je me tourne un peu parce qu'on partage une chaise entre Alexis et plutôt large, y compris des fesses. Et donc du coup, bon, on est un peu serré. Bonjour à tous les deux. Alors si, en 30 secondes, vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous suivent sur YouTube. Bonjour, Amandine Tagliavini, comédienne et scénariste, pardon près du truc, et scénariste pour Many Monster Studio avec mon ami Marie-Alexis Talon qui est dessinateur, pour Rockstall et Loupetto. Alexis Talon, artiste plasticien, donc sculpteur et dessinateur, donc sur Rockstall, Loupetto et d'autres petits projets annexes. Donc, alors, on va pas refaire votre parcours parce que Voilà, bon, ceux qui vous suivent, c'est bon. ils connaissent votre parcours. Voilà. Toi, Alexis, tu as travaillé dans des dessins animés, tu as un parcours chez des militaires aussi, Dragonair. Amandine, tu es connue pour ton rôle de je ne sais plus quel personnage dans Noob, parce que je ne connais pas Noob, j'ai jamais vu Noob, désolé. Golgotha. Bon. Et du coup, alors, question polémique tout de suite, pour bien commencer. Vous êtes, bon, depuis l'année dernière et la Japan Expo, on a vu un mouvement se créer autour de ce qu'ils appellent la French Touch. Comment est-ce que vous positionnez là-dedans, dans ce mouvement qui apparemment apparaît, mais qui, voilà, est-ce que vous vous reconnaissez dedans ou pas? À vrai dire, je pense que certaines personnes doivent nous assimiler à ce groupe émergent de mangaka français, mais en fait, nous, on se contente tout simplement de faire ce qu'on aime. Et depuis qu'on a récupéré nos droits sur nos œuvres, enfin, notamment sur Rockstall, qui était anciennement Golem chez Oli Réédition, on fait comme on a envie. Donc on nous colle l'étiquette qu'on veut, mais nous on sait ce qu'on aime faire, c'est-à-dire de la diversité, voilà, à la fois dans du visuel un peu, peut-être manga plus comics, tout ça, voilà. Je crois qu'Alexis aime pas trop être mis dans une case, et moi voilà, tant que je raconte des histoires et que j'illustre ces BD, je pense que c'est bien. Voilà, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, comme tu l'as dit, ouais, non, ça m'intéresse absolument pas d'appartenir à un groupe ou à un autre, la French Touch ou quoi, ou le Franga, ou je sais pas quel autre truc que j'ai entendu, comme ça, je dessine et je raconte des histoires en dessinant, quoi. Donc ma culture a fait que j'ai ce style mélange anglo-saxon et japonais. Ça aurait très bien pu être un style franco-belge comme un autre style. C'est pas le style qui m'intéresse, c'est ce qu'on raconte, quoi, dans les livres, c'est le contenu. Donc j'ai pas non plus envie d'être enfermé là-dedans. D'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a fait Many Monster Studio. C'est pour créer comme on avait envie, dans le sens où on avait envie, au rythme où on l'avait envie. Parce qu'aujourd'hui il y a chez beaucoup de dessinateurs, il y a une mixité qui s'est créée et qui fait que les styles se mélangent. Et quand on enferme les gens dans des cases, on les empêche de se développer et d'aller plus loin. Parce que le mec qui va se payer l'étiquette de comics ou de franco-belge ou de manga, quand il va vouloir démarcher, on va lui dire ah ouais mais non, toi tu fais du manga, là on n'a pas besoin en ce moment, voilà. Ça va plutôt être un frein, quoi. Donc voilà, donc il y a les influences qui sont claires, nettes et assumées, et voilà, c'est comme ça. Les gens viennent nous voir pour ce style-là avec la touche 80s, c'est la pop culture des années 80, après avec tout ce que ça comprend et international, quoi. Peu importe l'endroit, quoi. On fait tous le même boulot de toute façon. Alors justement, parlons des influences. Moi quand j'ai vu Rockstall la première fois, quand il s'appelait encore Golem, moi j'ai vu un hommage aux années 80, quoi. C'est un moment,
je vois Alcor, je vois Goldorak, je vois plein d'autres trucs quoi. Donc c'est quoi tes influences là-dedans, enfin vos influences à vous, parce que du coup c'est un univers que vous avez créé ensemble. Qu'est-ce qui vous a inspiré vous pour faire ça? Nos aspirations donc. Bah, comme voilà, je me répète, mais c'est vraiment la pop culture en général. Ça va être aussi bien des musiques des années 80 qui nous donnent des idées de scènes, ça va être des films, ça va être les Goonies, ça va être les Indiana Jones, ça va être les Star Wars, ça va être tout ce qu'on a eu quoi. Ensuite, au niveau du design, ça va être des séries comme Megazone 23, Town 3, ça va être de la grande aventure, quoi, des trucs qu'on retrouve chez Ghibli, des trucs qu'on retrouve vraiment dans toute la pop culture des années 80, quoi. C'est les shonen bien connus, quoi, les Macross, les Senseiya, tout ça, quoi. Enfin, en gros, c'est la digestion de toutes ces années-là qui a fait qu'on a fait Rockstall, quoi. Et au niveau de l'aspect graphique, tu vois, je le prends. On est aujourd'hui dans un format, ouais, je vais y arriver. Voilà, format, voilà, super. Un format un peu plus grand, légèrement plus grand que le format classique manga, un peu comme les volumes de luxe de Dragon Ball. Et dedans, la petite particularité, c'est qu'on a fait ça en couleur. Donc il y a les planches qui sont clairement, les planches du début qui sont en couleur vraiment travaillées à l'aquarelle direct. Mais sinon on a mis une mise en valeur couleur, c'est-à-dire c'est une espèce de bichromie qui met en valeur en fait les scènes, les personnages et tout ça quoi. Oui, parce que c'est vrai que moi quand j'avais lu la première version de Rockstall, on avait l'impression que c'était un manga qui était fait pour être en couleur, mais qui était imprimé en noir et blanc. Voilà sa vraie version. Ok, voilà, clairement. Voilà, clairement. Tu disais l'aspect graphique, mais aussi, moi pour les miennes de référence, quand je pense à Rockstall, tout de suite j'ai Vision d'Escaflowne avec le mecha, et les Chroniques de la guerre de Lodos aussi. On est plus dans les années 90 là. Les jeux vidéo aussi. Oui, Dragon Quest avec les jeux vidéo, tout ça. Is, Breath of Fire, tout ça quoi. D'accord. Alors justement du coup, vu que vos influences sont très marquées années 80, voire 90, votre lectorat, est-ce que ce sont des gens finalement de notre génération de vieux cons ou est-ce que vous avez aussi des jeunes qui viennent acheter vos bouquins du coup? Alors on a de tout en fait. Alors on a toute notre génération forcément, tous ceux qui ont grandi dans les années 70, 80, 90 qui se retrouvent, mais on a aussi finalement les tout jeunes. Parce que comme c'est sorti maintenant, ils prennent ça pour une nouveauté et un nouveau style, non pas un truc ancien. Pour le coup, voilà, c'est ça. Et un intérêt, du coup j'en discutais avec Monsieur Mitton tout à l'heure, un intérêt encore Monsieur Mitton c'est particulier parce qu'il a travaillé pour Marvel. Donc il a percuté sur les parties qui étaient vraiment, qui avaient la touche américaine. Mais avec d'autres collègues là ici présents qui sont dans la franco-belge, ça les intéresse aussi parce que finalement c'est des Français qui ont fait ça. Et donc ils se disent tiens voilà la BD française s'ouvre et se transforme, et donc il y a une curiosité de la part du public franco-belge, et ça c'est super intéressant parce que ça ouvre de nouvelles discussions encore et de nouvelles perspectives. Et comme on est vraiment, on n'est pas toujours sur les mêmes formats. Il y a Lupetto donc qui est format italienne, lui le Rockstall qui est format un peu manga, comics, couleur. On aura les autres projets à venir sous licence qui eux seront en couleur directe, plus miyazakien, donc format franco-belge, voilà, couverture cartonnée 46 pages. Tu vois, donc pourquoi se fixer des limites où il n'y a pas besoin d'en mettre quoi? J'ai rien d'autre à ajouter, mais je te remercie de m'avoir passé le micro. Non, mais c'est oui, et aussi, pour ajouter, il y a un troisième cas de figure aussi, c'est les gens qui sont hermétiques au manga, qui ont lu, parce que voilà, déjà c'était français, mais aussi et qui ont accroché aussi par rapport au scénario. Voilà. Faut dire l'archéologie, tout ça, voilà, et d'où rebondir sur le fait de la pop culture des années 80, parce qu'il y en a qui nous ont dit clairement, ouais, c'est un peu du Indiana Jones, mais en manga. C'est vrai. Alors, Rockstall, prévu en combien de tomes 5 tomes. Ouais. Et donc, avec un rythme de quoi? Un tome par an?
Oui, à peu près, voilà. On va essayer un tome par an. Voilà, on va essayer de relever le challenge. On a repris un peu de retard, on a pris un peu de retard par rapport au tome 2 parce qu'on a tout refait avec le tome 1, donc on l'a agrandi, j'ai retravaillé des planches. On a vraiment tout retravaillé dessus, puis on a eu Loupetto en même temps, mais là le rythme reprend, on est sur le tome 2 et sur les autres volumes aussi, donc on a un emploi du temps tout calibré, donc ça devrait tomber rapidement. Et on va surtout montrer aussi le tome 2 rapidement, disons surtout le premier chapitre, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent la baston entre les golems, et celui-là, voilà. Donc on va sortir sûrement dans une sorte de portfolio, on va voir, ou un petit truc relié, noir et blanc, pour le premier chapitre avec la baston qui s'ensuit, quoi. Mais alors, du coup, quand on est, comment dirais-je, quand on est distribué comme vous, finalement, vous vendez sur des salons, sur Internet, et à un moment, est-ce que, et quand les gens sont habitués, les lecteurs à manga, à avoir leur tome tous les 4, 5, 6 mois, voire 3 mois, les gens vous disent pas alors quand est-ce que ça sort, etc. Ils sont pas impatients. Alors il y a de l'impatience, mais il y a toujours de la compréhension et du respect. C'est-à-dire comme on est toujours transparent sur les réseaux sociaux avec nos fans, ils comprennent totalement qu'on a d'autres choses à faire. Et puis tout ça. Et puis surtout, bien souvent on a le genre de remarque, c'est on s'en fout du temps que ça prend, continuez à faire comme vous le faites. Voilà, le qualitatif au lieu du quantitatif. Voilà. Et puis, je veux dire, il y a tellement de mangas, je veux dire, que t'as de quoi y en attendre. Non, voilà. Kotoji édition déjà. Voilà, ils ont Kotoji, voilà, ils ont Kuma et Annie, c'est trop beau, donc voilà, ils ont ça à lire. Voilà. Ok, bah écoutez, merci. Un petit point sur Loupetto quand même, parce que c'est vraiment, c'est totalement différent. Vous êtes sur une série jeunesse. Alors c'est pareil, du coup, vous voyez ça comme une grande aventure en beaucoup de tomes. Alors déjà un petit mot, ça part de quoi Loupetto? Loupetto, c'est l'histoire d'un petit enfant humain qui naît dans un monde d'anthropomorphes. Il est né dans une famille loup, d'ailleurs Loupetto ça veut dire le petit loup. Et il a une force accrue, une énorme force, et il va s'en servir en fait pour aider toutes les peuplades qu'il y a dans ce monde-là. C'est un autre univers, un autre monde. Et c'est une espèce de petite fresque écolo, où à la fin il y a le petit conseil, par exemple dans le tome 1, c'est ne pas construire les habitations trop près des rivières, parce que quand le lit de la rivière remonte, ça inonde tout. À chaque fois il y a la petite leçon comme ça, pour sensibiliser tout petit, voilà quoi. En fait ça a commencé sur nos propres enfants, à qui on racontait ça, on expliquait en images un peu les trucs, et ils percutaient tellement que finalement on s'est dit bah, tiens on va en faire un bouquin, on va voir quoi. Et en fait ça plaît vachement aux gosses, les parents l'achètent pour les petits. On a fait beaucoup d'écoles aussi, en Ardèche, à Marseille, là on a une autre ville encore, on est à la Seine-sur-Mer et tout ça. Beaucoup les collèges, les primaires, on a eu des tout petits de 3 ans jusqu'aux collégiens qui se sont intéressés à Loupetto. Donc c'est une belle surprise quoi. Voilà. Donc du coup prévu en combien de temps Loupetto? On n'a pas trop de trucs fixes, mais bon on va dire que partir sur 3 ça sera déjà pas mal. Ce sera nul, allez encaisse cette... Ouais voilà, déjà 3 ça peut être... le 2, j'ai déjà le 2 écrit, le 2 là, donc voilà, il n'y a plus qu'à le dessiner. Voilà, interview de mon bon ami Michael Almodovar, l'heureux auteur des Torches d'Archivon, et pas d'Archivon du coup. Ouais, je ne me tromperai plus. C'est bien. Je te donne une carte. Ah, merci, c'est gentil. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, en fait, Michael, mon premier contact avec toi, datait de 2011. Ouais. Quand je venais de monter la maison d'édition, j'ai reçu un dossier absolument barré d'un projet qui s'appelait Kumité, et à l'époque je t'avais répondu je suis désolé, je suis trop pauvre pour éditer ton titre, oui. Mais moi j'avais fait mais putain c'est trop bien. Non, donc, et alors ça c'était pour la petite anecdote. Donc Michael, déjà si en 30 secondes tu peux te présenter qui tu es, c'est quoi ton parcours? Qui je suis? Je suis Mika, fan de manga, d'arts martiaux, bouffeur de légumes. Moi j'aime la création, j'aime l'écriture en fait, j'aime raconter des histoires. Je suis je suis un rôliste, je pense pas qu'on puisse être un ancien rôliste. Donc moi j'aime tout ça, les jeux vidéo, les arts martiaux. Ouais.
le manga et la BD. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis focalisé sur l'écriture. Et j'ai écrit, donc, comme je t'avais dit, là, je t'avais envoyé Kumite. Kumite qui était un truc un petit peu sur des réflexions sur la politique. Et je trouvais ça rigolo que ça se règle à coups de poing sur un ring. Ouais. Et puis là, donc, j'ai eu la chance de pouvoir sortir Les Torches d'Archilon. Et qui a plutôt bien marché. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir un gros soutien du public. Les gens se sont appropriés les bouquins. Ouais. Et voilà, moi je m'éclate avec ça. Maintenant, je suis dans un circuit un peu alternatif parce que je passe plus par les grosses maisons d'édition. Ouais, est-ce que donc tu avais d'abord pour l'histoire, tu avais d'abord signé Les Torches d'Archilon chez Akata. Chez Akata. Ouais. Et donc ça s'est terminé. Ça s'est terminé, ça reste des bons souvenirs quand même, et ça s'est quand même plutôt bien passé. Après, c'était pas je pouvais pas continuer sur ce chemin-là de cette manière. Donc voilà. Et du coup, là, j'en ai fait un Ulule pour financer la sortie du tome 2. Ouais. Quel gros succès ton Ulule. Ouais, très gros succès. C'était rassurant. Au bout de 2 ans quand même d'absence, ça m'a fait plaisir vraiment de voir que le public était là et qu'il avait gardé le truc. Ouais. Et du coup, là, le tome 2 est sorti, ça y est. Donc maintenant, il va être disponible sur Amazon. Et puis, vous demandez à votre libraire, il va vous le trouver. Ouais. C'est pas un souci. Après, sur mon site internet, il sera trouvable aussi. D'accord. Et ça va être assez simple à trouver. On a refait une réédition du tome 1 aussi, comme on a fait un gros Ulule. Oui. Et du coup, on a pu faire une réédition du tome 1 en remaster. Et les 2 bouquins sont un petit peu plus grands que l'ancien. Ouais, donc ils sont en plus grand format, effectivement, qui était format classique shonen du coup. Ouais, il était avant, c'était la même taille que les Naruto, exactement. Ouais. Et là, on est un peu plus dans un format seinen en termes de taille. Ouais. Mais on a gardé la longueur du format shonen. Ouais. Voilà. Pour la forme des pages, parce que je trouvais que c'était plus confortable. D'accord. Alors du coup, donc là maintenant, tu as repris tes droits. Les Torches d'Archilon, tu les vends principalement au salon du coup. Alors moi, je suis en salon pour rencontrer les gens et bien sûr vendre des bouquins, mais surtout pour rencontrer les gens. Et derrière ça, je vais surtout essayer de faire des circuits courts. Voilà, mon objectif, c'est vraiment de me la jouer maraîcher bio, tu vois. Le mec qui fait son petit circuit dans son coin, du producteur au consommateur. Tu es dans ta philosophie de vie. Exactement. Dans les créations que tu fais, effectivement, c'est ça. Circuit court, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le circuit court, concrètement c'est quoi? C'est en fait le producteur local, et toi tu es consommateur local, tu vas consommer chez ton producteur local. Exactement. Tu veux du manga dans le sud-ouest, c'est facile, je suis là. Et après, si moi je me déplace, je viens avec mes stocks, ou alors je m'arrange avec un libraire du coin et on fait ça ensemble. Mais le plus simplement possible, éviter tous les intermédiaires qui rendent la vie des auteurs assez compliquée en termes de finances, c'est-à-dire que plus il y a d'intermédiaires, moins l'auteur gagne d'argent et donc moins il en vit et du coup moins bien il travaille et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Donc là pour moi, du coup, depuis ton Ulule, tu arrives à vivre maintenant de ton travail. Alors tout de suite, je donne aussi des cours à côté. Ouais. Donc ce qui m'arrondit bien les fins de mois. Pour l'instant, le tome 2 il sort maintenant. Voilà, il est là. Ouais, tout beau, tout neuf. Il sort maintenant. Et donc pour l'instant, j'ai pas encore commencé à les vendre sérieusement. Donc je peux pas te répondre tout de suite. Je sais que de toute façon, entre gagner même pas 50 centimes par bouquin et gagner 5 € par bouquin, il y a une grande marge. Donc même si j'en vends beaucoup moins, j'en vivrai mieux de toute façon. Ouais. Voilà. Après, de là à voir si le modèle économique fonctionne vraiment bien, je pourrais te répondre d'ici 2-3 ans, je pense, pour te dire vraiment là si ça tient la route. En tout cas, tu te laisses le temps de pouvoir je suis pas pressé, je suis pas pressé et je veux absolument pouvoir offrir au public la meilleure qualité et je veux pouvoir leur offrir toute l'histoire dans les meilleures conditions. Donc moi je vais m'arranger pour que ça tienne la route chez moi économiquement pour pouvoir continuer cette histoire et l'amener à son terme. Prévu en combien de tomes? 12. 12 tomes. 12 tomes, mais il y aura un petit peu plus. Il y en aura un petit peu plus parce qu'il y a des tomes 0, moins 1 et moins 2 qui vont sortir. Et le prochain tome ne sera pas le tome 3, ce sera le tome 0 qui raconte les événements 5 ans avant. Et la rencontre entre les deux mercenaires, Archaïs, le chevalier dragon végétarien, et Sombrelune, l'elfe noir magicien. Et en fait, tout simplement parce qu'au début je voulais le sortir mais plus tard, tout simplement parce que dans la campagne Ulule, il y a des gens qui ont participé et qui se sont vus offrir la possibilité de devenir des personnages récurrents. D'accord. Et des personnages non seulement récurrents mais qui accompagnent les héros jusqu'à la fin de l'histoire par la suite. Et comme ces personnages-là, scénaristiquement, moi j'ai écrit l'histoire depuis longtemps, et ces personnages-là n'arrivent pas avant le tome 4-5. D'accord. Donc je voulais pas que ces gens-là soient obligés d'attendre
peut-être 2 ans avant d'avoir leurs personnages qui apparaissent. Donc je vais les faire apparaître un chouïa plus jeune dans le tome 0, et après ils réapparaîtront dans le tome 4 ou dans le tome 5 en fonction de comment j'aurai tiré l'histoire, parce que le tome 3 c'est quand même beaucoup de baston. Ok, donc effectivement pour placer de nouveaux personnages c'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que je voulais vraiment que les gens aient pas besoin d'attendre. D'accord. Donc du coup j'ai décalé le tome 3, j'ai mis le tome 0 qui tient très bien, puisque beaucoup des personnages qui apparaissent dans le tome 0 sont des personnages qui sont très importants et qui apparaissent dans le tome 3. D'accord. Donc on les connaîtra déjà comme ça quand ils arrivent. D'accord. Alors, si aujourd'hui on parle beaucoup du manga français, alors la Japan Expo a créé ce mouvement qu'on appelle la French Touch, bon j'aime pas trop ce terme. Mais... Il y a déjà eu la French Touch, c'était du cinéma, c'était très bien d'ailleurs. Où tu as eu la musique aussi, la French aussi, Touch, effectivement, toute la musique électronique. Toi du coup, comment tu te situes là-dedans? Est-ce que tu côtoies beaucoup d'autres auteurs comme ça de ce milieu-là? Tu t'inscris dans ce mouvement? Est-ce que tu te sens être dans un mouvement où voilà, comment tu... Alors moi je me sens à ma place, c'est-à-dire que moi je suis français. J'ai grandi avec la culture française, j'ai grandi dans les années 80 comme la plupart des auteurs de manga français à l'heure actuelle, ce qu'on appelle manga français, enfin de mangaka français. Donc on a plus ou moins la même culture, c'est-à-dire qu'on a grandi autant avec Astérix, Obélix, Torgal que Sangoku, Ulysse 31 et tout ça. Donc on a un mélange un peu entre le manga, la BD franco-belge, je trouve, en tout cas dans l'écriture, pas forcément dans le style de dessin. Il y en a beaucoup qui ont pris la part de vraiment partir très très manga dans le style de dessin, mais quand tu vois leur narration, elle est souvent très très proche de la franco-belge, ou l'inverse, tu as une narration très manga avec un dessin un petit peu plus franco-belge pour d'autres. Ou alors un petit peu plus dessin animé des années 80, comme je disais Ulysse 31, JC les Conquérants de la Lumière. Ça c'était grosses influences des années 80. Alors moi ce que j'ai fait pour les torches c'était volontaire, c'est-à-dire que j'ai choisi une esthétique basée sur les années 80. Donc j'ai mélangé du City Hunter, du Senseiya, du Dragon Ball. Pour l'univers fantasy de l'histoire, parce que moi j'ai deux, tu vois, dans les torches il y a 2 univers, il y a l'univers fantasy avec les dragons, les chevaliers, la magie, tout ça, mais tout ça c'est raconté par une maman dans un hôpital à son enfant qui est dans le coma. Et donc dans l'hôpital j'ai un autre style de dessin, et là j'ai mélangé d'autres influences des années 80, donc plus les dessins animés genre, je sais pas si tu as connu Clémentine. Voilà, Clémentine. Il y a qui vieux comme nous qui connaissent. C'est ça, c'est ça. C'est les vieux du mauvais jeu, quand j'avais encore des gencives. Bon, et des chicots dessus. Donc j'ai pris des influences un petit peu plus BD et un petit peu plus animé, que l'autre c'est un peu plus les influences papier, voilà, que j'avais, et certains animés pour City Hunter parce qu'on l'a pas eu en papier avant très tard finalement. D'accord, alors d'un petit mot du coup, tome 3 des torches, tu penses que ça peut sortir l'année prochaine? Tu t'es fixé un délai? Oui, j'aimerais bien l'avoir. Alors le tome 0 il sera fini en septembre. Oui, tome 0 pardon. Voilà, le tome 0 il sera fini en septembre, on va refaire un Ulule pour celui-ci. Donc on pourra se le précommander, il y aura plein de contreparties avec plein de cadeaux comme il y a eu là ce coup-ci. On s'est éclaté avec les cadeaux, il y avait des paper toys, des t-shirts, des trucs. Les t-shirts il n'y en aura peut-être pas parce que c'était une galère pas possible, parce que pour la poste c'est trop chiant, c'est trop chiant, mais on va s'arranger pour qu'il y ait plein de trucs sympas. Le tome 3 officiel, donc le tome 0 qui sortira, qui pourra se caler dans la série, mais donc il sera fini en septembre, peut-être disponible en décembre, janvier, et j'aimerais avoir terminé le tome 3 en juillet. Voilà, je me mets pour l'instant comme date de juillet. Je garantis pas d'y arriver parce que je vais faire des salons cette année. C'est dur. Donc, et les salons, ça prend beaucoup de temps. Et t'as pas le temps de dessiner tes planches en salon, quoi. Voilà, je vais beaucoup faire de salons pour le premier temps en tout cas, histoire de faire en sorte que les gens sachent que les bouquins sont là et qu'ils existent, quoi. Donc les montrer, et après plus calmement et principalement m'axer sur la suite de l'histoire et avancer, quoi. Ça marche. Écoute Mickaël, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci de l'invitation, et puis ici on a fait un super salon et je suis content d'avoir rencontré plein de super auteurs. Voilà. Ça c'est cool. Merci, salut. Je suis avec la jeune, très jeune, tu as 22 ans, auteur de manga français, je sais jamais comment appeler ça, Tipiou. Alors si tu peux déjà en 30 secondes te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis Tipiou, et ce que je fais dans la vie, je dessine des mangas amateurs dans des fanzines que je vends en convention. Je suis censée regarder là ou là? Où tu veux. D'accord. Moi je préfère regarder. Oui, là.
Je suis le centre de l'attention. Donc TPU, tu as quand même une production assez variée, parce que je ne sais plus, tu vas avoir 6 titres hein, du coup que tu as sortis, mais alors qui sont des courtes séries, qui sont des... Plus que 6. T'en as plus que 6, t'en as fait combien? Plus de 15. Plus de 15, ouais, t'en as pas 15 en fait. Parce que j'ai pas commencé avec ça. Non, mais non, parce qu'en fait, tous les ans, je faisais des nouveaux trucs et après, j'étais en rupture de stock, donc il y en a qui sont plus vendus. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais du fanzina comme ça, enfin du travail en t'auto-édite Ça fait 5 ans. 5 ans. Et donc du coup, ça fait 5 ans que tu fais la tournée des salons, des conventions manga pour vendre ta production. C'est ça. C'est fatigant. C'est fatigant. En moyenne, tu fais combien de salons par an? J'en fais au moins un. Enfin, en fait, ça dépend parce qu'au début, j'en faisais un, puis 2. L'année dernière, ça a été assez productif, puis là, c'est redescendu. D'accord. C'est pas très régulier. Et donc, tu les vends uniquement en salon, tu les vends sur internet, comment ça Oui, se passe? aussi sur une boutique en ligne. D'accord. Et toi, tu es produit par combien d'exemplaires, si c'est pas indiscret? En général, j'essaie d'avoir 100 exemplaires. Enfin, par exemple, pour Japan Expo, je prépare 100 exemplaires de chaque livre. D'accord. Donc ouais, effectivement, ça commence déjà à compter quand même, à partir de 100 exemplaires. Et alors du coup, on est dans un format bien particulier qui est plutôt connu au Japon, un des formats type doujinshi. C'est plus petit que le vrai format. Ouais, c'est plus petit que le vrai format japonais. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce format exactement, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme un livre, avec une taille plus grande. Et encore là, j'ai opté pour une plus petite taille quand même. Normalement, c'est du... C'est quoi après le A5? C'est du... Alors c'est du B quelque chose, un truc comme ça? B quelque chose. Donc c'est la taille au-dessus. Et c'est assez fin en fait, c'est tout petit. Et c'est fait par des artistes indépendants ou amateurs, mais parfois il y a des doujins au Japon, c'est pas amateur du tout. C'est à un certain niveau quand même. Oui. Et du coup, et donc à chaque fois c'est des one-shots? Moi oui. Enfin oui. non. Toi ce que tu fais. Oui, ouais. moi. Enfin j'ai fait des one-shots et une série aussi à côté. Je faisais un chapitre par tome. D'accord. Et alors du coup, ton but, toi, après, tu cherches un éditeur, tu vas passer des concours. Mon but ultime, c'est d'être publié au Japon. Ouais. Donc c'est ambitieux. Oui, bah, ça fait depuis que je suis au collège que je veux ça. Donc j'ai enchaîné les concours, tout ce qui est possible pour me faire connaître. Puis je suis partie carrément au Japon. J'ai rencontré des éditeurs. Donc tu as essayé déjà de vivre au Japon directement. C'est ça. C'était pas terrible. Alors pourquoi c'était pas terrible? J'ai pas réussi à vivre là-bas. Enfin, c'était une trop grosse différence culturelle. Enfin, c'était pas pour moi. Et tu parles couramment japonais? Non, j'ai appris un peu à la fac, parce que j'ai fait 2 ans de langue japonaise à la fac. Mais j'étais pas une très bonne élève, donc j'ai les bases de la base. Ouais. Je sais lire quand même le japonais, mais ça s'arrête là. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Donc tu as essayé de vivre au Japon? J'ai essayé de vivre au Japon, mais je m'en suis pas sortie, c'était pas pour moi. Ouais. Donc je suis rentrée, puis j'avais participé à un concours avant ça. Ouais. Et j'avais été repérée, enfin j'avais été dans les finalistes et après j'ai été recontactée, on m'a proposé un contrat chez le Jump Plus. Alors le Jump Plus, si tu peux expliquer aux personnes. Jump Plus, c'est un magazine de chez Shueisha qui est une édition, édition japonaise qui publie One Piece, Naruto, tout ça. Ouais. Et Jump Plus, en fait il y a le Weekly Shonen Jump par exemple, c'est un magazine pour magazine One Piece, tout ça. Ouais. Et il y a le Jump Plus, c'est un magazine numérique. Voilà, et donc grâce à ça, en fait, ça me permettrait de rester en France et de publier mon manga chez eux en chapitre. Ouais, donc tu es vraiment sur une plateforme internationale de manga au Japon, quoi. Je sais pas si c'est une plateforme internationale, mais... Est-ce que tu as aussi du coup des auteurs qui sont japonais sur Jump Plus Ah oui, mais c'est japonais. D'accord. Mais donc tu fais partie d'une des rares finalement auteurs étrangers à être dedans. Oui. Alors c'est pas encore, ça va arriver bientôt, hein, c'est ça? Oui, c'est en cours, c'est pas près d'arriver. Enfin, ça va mettre du temps à se faire. Il faut du temps, il faut dessiner. J'espère que ça ira vite, mais pas trop quand même. Et il y a sûrement plein d'autres artistes étrangers. Après, je connais pas trop ce magazine, je me suis jamais trop... alors du coup, est-ce que tu rentres dans un système vraiment à la japonaise avec ce qu'on appelle le tantosha? Du coup, c'est l'éditeur qui te suit personnellement. Donc là, tu vas avoir un tantosha qui va te suivre à distance du coup du Japon, quoi. Ça, via Skype. Ça, c'est énorme. Ouais, j'aurai mon traducteur qui me sert d'intermédiaire. Pardon. Ça va être très pratique. Ouais. Oh là là. Et moi c'est mieux que si j'essayais de parler anglais. Donc du coup, tu vas à un moment quand
depuis le collège, tu dis moi je veux être édité au Japon, tu as dû te prendre dans la gueule beaucoup de ouais c'est ça gamine, voilà. Mais et du coup finalement c'est un rêve qui est plus ou moins en train de se réaliser dans une certaine mesure. Hein, ça va pas te faire de toi tout de suite une méga star, mais en tout cas voilà, moi tu vas avoir cette chance d'avoir une publication au Japon. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ça toi du coup alors pas forcément à tous ces gens qui ont pu voilà, essayer de te rabaisser dessus, mais du coup à tous ces gens qui veulent le faire. Qui veulent être mangaka au Japon. Il faut être très déterminé. Il faut vraiment avoir le courage de se lancer, d'essayer surtout en fait. Ouais. Il faut aller les voir les éditeurs. Oui, parce que finalement qui ne tente pas ne réussira jamais. Voilà. Puis bon après il y a les solutions des concours bien sûr, mais aller au Japon quand même et rencontrer des éditeurs, c'est une solution, c'est la meilleure solution. Ça te permet déjà de comprendre comment ça fonctionne. Oui, il y a au-delà de Bakuman. Et puis oui, puis ça motive énormément après quand on reçoit des conseils de la part d'éditeurs pro, c'est vraiment excitant. Voilà. Alors du coup, quels sont toi tes modèles dans le manga, quelles sont tes grandes influences? Bon, je dirais que c'est One Piece parce que c'est lui qui m'a fait révéler mon ambition. Ouais. Parce que lui c'était je veux devenir le seigneur des pirates. Bon moi du coup j'étais je veux devenir mangaka. En fait j'ai découvert le manga à ce moment-là et ça m'a donné envie de faire pareil. Donc je dirais que c'est One Piece le berceau de mon dessin. Après franchement j'ai 1000 lectures et c'est plus... bon finalement tu t'es créé ton identité à partir de tout ça quoi, vraiment. Oui. D'accord. Donc comment est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Comment ça marche? Alors on peut me suivre sur Facebook surtout, là je suis vraiment très active, enfin très régulièrement. Ouais. Il y a sur Twitter aussi. Alors TPIU, TPIU. TPIU. Ouais. Et puis j'ai aussi une boutique en ligne, mais il y a sur la page Facebook on peut trouver le store. Ok, ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir? Du courage. Parce qu'il va y avoir du travail. TPIU, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.